Bonjour et bienvenue dans Rencontre avec une femme inspirante de la fonction publique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'enregistrer cet épisode avec notre invitée Hélène S., sous-préfète chargée de mission, secrétaire générale adjointe de la préfecture de la Seine-Maritime. Je suis Isabelle Bonnet-Muret et j'anime depuis maintenant 6 ans le parcours de formation vers l'égalité professionnelle. Osez réaliser vos ambitions et booster votre carrière. C'est dans le cadre de ce programme que s'inscrit cette rencontre. Cette année, en Normandie, 13 femmes cadres de la fonction publique suivent ce parcours qui a été conçu pour accompagner et encourager leur trajectoire professionnelle. Pour nous en dire plus, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Derlin, directeur de la formation continue de l'IRA de Lille. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et tous. C'est avec un réel plaisir et une certaine fierté que je représente aujourd'hui l'Institut régional d'administration de Lille à l'occasion de ce 11e épisode de notre série de podcasts. Au fil des sessions, ce format s'est imposé comme un rendez-vous inspirant, riche en échanges et en partage d'expériences. Tout d'abord, quelques mots sur ce parcours. Il a été conçu par l'IRA de Lille en partenariat avec la plateforme RH de la préfecture de Normandie, que je remercie pour sa confiance, et il s'adresse spécifiquement aux femmes cadres de la fonction publique. Son ambition est d'identifier les freins qu'elles peuvent rencontrer dans leur parcours professionnel et de leur fournir des clés concrètes pour les dépasser. À l'issue de ce parcours, cette interview offre aux stagiaires l'opportunité de rencontrer une personnalité féminine inspirante, incarnant un véritable rôle modèle. Je souhaite remercier chaleureusement Madame Hélène S., secrétaire générale adjointe et sous-préfète chargée de la politique de la ville à la préfecture de Seine-Maritime, d'avoir accepté notre invitation. Mes remerciements vont également aux stagiaires de la promotion 2026 ainsi qu'à leur coordinatrice Isabelle Bonnet-Muret pour leur implication dans la préparation de cette rencontre. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente écoute. Merci Yann. Alors maintenant, place à la découverte de notre invitée avec sa présentation. Bérangère Laborde, responsable du bureau gestion des procédures au sein de la police nationale à Rouen. Votre parcours a ceci de particulier qu'il ne suit pas un chemin tout tracé. Vous l'avez construit avec spontanéité, au fil des opportunités et des choix de vie. Né à Reims, vous avez grandi à Aix-en-Provence, puis votre parcours personnel et professionnel vous ont amené à découvrir différents territoires, des Ardennes à la Seine-Maritime, en passant par la Seine-Saint-Denis. Formé en droit, notamment à Sarrebruck, avec un intérêt marqué pour le monde associatif et l'amitié franco-allemande, vous avez choisi de rejoindre l'administration de l'État. Vous y avez trouvé un espace d'action, de responsabilité, et progressivement, une évidence. Alice Haribo, conseillère pharmaceutique à l'offre de soins à l'Agence régionale de santé de Normandie. Aujourd'hui, vous êtes sous-préfète, engagée au cœur de l'action publique. Mais derrière cette fonction, il y a surtout un parcours fait d'engagement, de choix assumés et d'évolution progressive, toujours guidé par le sens du service aux autres, avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Ce qui ressort de votre parcours, c'est une ligne directrice très claire. Avancer avec l'envie d'être utile, là où vous pouvez réellement faire la différence. Et c'est sans doute pour cela que votre témoignage nous intéresse aujourd'hui, parce qu'il incarne pleinement ce que l'on appelle une femme inspirante. Merci à toutes les deux pour cette présentation. Alors Madame S., je vais vous poser une première question. Pourquoi avez-vous accepté notre invitation ? J'ai accepté votre invitation parce que j'étais très touchée que vous ayez mon contact et parce que la question de l'égalité femmes-hommes, la question du plafond de verre que j'ai rencontré dans ma vie, c'est quelque chose auquel je réfléchis très régulièrement et je trouve que c'est toujours intéressant de partager ce que l'on a vécu avec d'autres personnes. Merci à vous d'être là parmi nous pour cet échange. Céline Mancebo, responsable de brigade de vérification à la Direction régionale des finances publiques de Seine-Maritime. Alors, Madame S., vous êtes actuellement sous-préfète. Pour commencer, en quoi ça consiste d'être sous-préfète ? Être sous-préfète, c'est être auprès d'un préfet, en l'espèce un préfet de département, le préfet de la Seine-Maritime, faire partie de l'équipe préfectorale qui a comme mission première de représenter l'État dans le département, dans le territoire. Les missions du préfet et des sous-préfets sont multiples et variées, mais c'est principalement de s'assurer de la bonne application des lois et des règlements dans le département, d'assurer la continuité de l'État 7 jours sur 7 et d'être en relation avec les élus au quotidien. Qu'est-ce qui a été moteur pour progresser dans votre carrière ? L'idée clé, je pense, de ma progression, c'était toujours de me dire être là où je peux être le plus utile. On se forme, on passe un concours, on fait un choix. Voilà, j'ai fait le choix du service public. Et puis, voilà, je pressentais que être dans l'encadrement, choisir un concours de catégorie A, c'est ce qui me correspondait.
Sandrine Medjé, chef de la CRPC de la Direction régionale des douanes de Rouen. En fait, vous avez étudié le droit privé et nous nous sommes posé la question du passage de l'étude du droit privé à la fonction publique. Alors, quelque chose qui m'anime dans mon parcours, et c'est ce que je vraiment conseille à tout le monde, c'est de se faire confiance. J'ai commencé les études de droit. Je sentais, parce que voilà, j'avais d'autres expériences à côté, en étant vacataire ou dans des associations, que je rejoindrais le service public, mais il n'empêche que le droit privé me plaisait beaucoup. Donc, je me suis dit, je continue, sans aucune hésitation, en me disant que, malgré tout, je trouverais ma voie pour entrer dans la fonction publique avec ce bagage-là. Alban Vinière-Martin, directrice du syndicat mixte de gestion de la Seine-Normande. Madame S, dans votre métier aujourd'hui, vous pourriez nous dire quelles sont les valeurs qui vous animent ? Les valeurs qui m'animent, c'est d'être utile aux autres, de représenter l'État au mieux pour incarner ce qui est aujourd'hui notre service public, aussi très modestement, mais la République avec ses valeurs, et surtout avoir ce rôle de les rappeler, de les partager avec tous et les expliciter. Marie-Pascale Thiebaud, secrétaire générale adjointe à la DREAL Normandie. Le plafond de verre, on en parle beaucoup. Pour vous, concrètement, à quel moment de votre carrière avez-vous pu le ressentir et surtout, comment vous avez réussi à le franchir ? J'aime l'expression plafond de verre parce que le verre, c'est transparent et en fait, effectivement, pendant très longtemps, on ne le voit pas. Donc, je n'ai pas ressenti de plafond de verre venant de l'extérieur. J'ai eu la chance d'être toujours accompagnée justement par ces personnes inspirantes qui ne se sont jamais posé de questions, en me disant, au contraire, qui sont venues me chercher en me disant, faut poursuivre, voilà. Le plafond de verre, c'est quelque chose que j'ai complètement intériorisé par contre, où je me donnais des limites avec une préoccupation de conciliation de vie professionnelle et vie privée. Et je l'ai ressenti quand je suis devenue directrice de préfecture, donc à 40 ans passés, en me disant, je ne pourrais pas aller plus loin. Donc, jusqu'à la fin de ma carrière, je serai directrice de préfecture ou l'équivalent. Quand on parle de parcours, de carrière, il y a une chose qui me paraît très importante, c'est le mentorat. Je trouve que les mentors participent grandement à briser le plafond de verre. Enfin, pour moi, c'est une évidence. Magali Lemasson, assistante du secrétaire général en EPLE. Madame S, avez-vous déjà eu des difficultés à vous imposer dans certains milieux ? Si c'est le cas, lesquels ? Oui. Il est parfois difficile de s'imposer, mais je dirais que j'ai vécu des moments ponctuels. Difficile de s'imposer dans une réunion, par exemple, dans des univers, il faut le dire, très masculins. Par exemple, ça peut être le cas à la préfecture de police, mais ça peut être le cas dans toute situation où vous vous posez la question en tant que femme, tiens, est-ce que mon interlocuteur se serait comporté de la même manière si j'avais mesuré 1m80 et si j'avais été un homme ? Et vraiment, voilà, il y a 15 jours, par exemple, je me suis posé cette question. Mais on avance. Du coup, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Donc, vous avez exercé dans des domaines divers. Vous êtes-vous toujours senti légitime ? Figurez-vous que le sujet de la légitimité, j'en parle avec notamment une association rouennaise de jeunes. La question de la légitimité, pour ma part, je n'ai jamais eu de difficulté à me sentir légitime. Voilà, c'est une chance, mais je pense que c'est une chance de la fonction publique. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas de sujet. Vous voyez, j'ai organisé des formations pour les jeunes cadres qui arrivaient en préfecture quand j'étais directrice des ressources humaines et je leur disais, il n'y a pas de sujet sur votre légitimité, vous avez eu le concours, vous avez un grade, vous n'avez rien à prouver à ce niveau-là. Comment définiriez-vous la confiance en soi ? Et vous, qu'est-ce qui vous donne confiance en vous ? Ce qui me donne confiance en moi, c'est le retour que j'ai de mes partenaires, de mes interlocuteurs dans ce que j'ai pu leur apporter. La confiance en soi, c'est, je pense, une certaine sérénité intérieure en se disant, je suis légitime, je suis reconnue pour le rôle que je vais jouer dans telle rencontre, dans telle réunion, et donc je dispose des moyens et des équipes pour que, sur tel sujet, on arrive à tel résultat. Mihaela Cristea, coordinatrice académique des dispositifs relais au rectorat de l'Académie de Normandie. Pouvez-vous nous raconter comment vous exercez votre leadership ? La question du leadership rejoint un peu aussi cette question de la légitimité et de confiance en soi. Ensuite, le leadership, il se traduit aussi par, je pense, le sens
que l'on donne à notre action. Je crois que c'est très important pour nos partenaires, pour les équipes que l'on encadre, c'est qu'ils soient convaincus que nous, personnes en responsabilité, nous portons vraiment le sens de telle politique publique et que nous avons une idée que l'on construit souvent à plusieurs, mais de l'objectif que l'on veut atteindre. Sabrina Tiburce, chargée de développement territorial pour l'Orne à l'Agence régionale de santé Normandie. Est-ce que vous auriez des conseils du coup à nous donner pour fédérer les équipes autour des valeurs communes? Il faut être déjà dans la communication et donc dans l'explicitation de ce que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire le sens de notre politique publique. Une fois que ces fondamentaux sont partagés, on fédère les équipes en partageant des objectifs. L'idéal, c'est de les co-construire, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, permettre à chacun d'avoir une marge d'autonomie pour mettre en œuvre ces objectifs. Autre moyen, évidemment, de fédérer les équipes, c'est la qualité de vie au travail. C'est-à-dire travailler en confiance. On sait que voilà, le sujet de la qualité de vie au travail concerne vraiment tout environnement professionnel. Et donc, c'est vraiment établir des relations de confiance. Et donc, cela permet aussi de fédérer l'esprit d'équipe. Vanessa Magnier, directrice du CERT Permis de conduire internationaux de Cherbourg. Madame la sous-préfète, vous avez évoqué ce sujet très tôt finalement dans l'échange, c'est l'équilibre de vie. Avec les responsabilités que vous avez et que vous allez encore avoir, comment arrivez-vous à concilier justement votre vie personnelle et votre vie professionnelle ? J'essaie de concilier ma vie professionnelle et privée en étant claire avec moi-même sur l'engagement que je veux avoir à titre professionnel. Parce que, évidemment, être sous-préfet, ce n'est pas n'importe quelle mission. C'est un choix qu'il faut assumer. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi d'être sous-préfète sur le tard, après 50 ans, puisque voilà, je voulais que mes enfants grandissent et soient autonomes. Je pense que cette conciliation, eh bien, elle est évolutive dans la vie. Et ça, c'est vraiment un message que je souhaite porter. Il faut se rassurer. Un exemple, après la naissance de mon deuxième enfant, j'ai choisi d'être à temps partiel. Quelques années après, quand j'étais DRH et que je suggérais ou un temps partiel, enfin en tout cas qu'une cadre, parce que c'est souvent les femmes à l'époque qui demandaient des temps partiels, elle me disait mais non, c'est pas possible pour ma carrière. Et je lui disais mais si, en fait tout est possible et notamment dans la fonction publique. Voilà, il y a des temps différents, des missions pour lesquelles on a plus de prise au niveau de l'organisation de son temps. Et je pense que c'est vraiment une balance dans la vie de choisir tel ou tel poste. Vous avez parlé de vos fonctions de sous-préfète. Quel engagement cela demande pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas de la fonction publique, au niveau horaire par exemple ? Une de nos missions étant de garantir la permanence de l'État 7 jours sur 7, il y a un principe de disponibilité de l'équipe préfectorale, donc sur la tranche 24 heures sur 24. Donc cela signifie que voilà, nous avons des astreintes, notamment la nuit et puis aussi les week-ends. Et cela aussi nécessite une présence dans le département. Et donc, il faut le savoir, dans ce métier, en fait, le fait de quitter le département est soumis à autorisation de la part du préfet. Cléa Tournier, chargée d'opérations immobilières au département des affaires immobilières du rectorat de Normandie. Auriez-vous un message plus général à faire passer sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'égalité pro entre les hommes et les femmes ? Le message que je voudrais faire passer, c'est que la fonction publique est bien présente et est au rendez-vous pour promouvoir l'égalité femmes-hommes. Il n'y a pas de sujet. On peut être confronté à quelques expériences insatisfaisantes ou même inacceptables, mais je pense fondamentalement que c'est souvent en fait des barrières que l'on se fixe à nous-mêmes collectivement. On a des biais, on en a tous, quand bien même on se sent sensibilisé sur le sujet. Je pourrais vous prendre vraiment un exemple, une anecdote. J'étais directrice des ressources humaines. Le chef du bureau des affaires immobilières et logistiques part à la retraite. Donc, un homme de plus de 60 ans, imposant. Et donc, pas de candidat pour le remplacer. Et donc, dans ma logique d'aller à la pêche aux candidatures, sur le coup, j'étais dans une logique de recruter un homme. Voilà. Et donc, je faisais le tour des cadres de la structure. Et je n'en voyais pas. Et
c'est terrible, là je me dévoile, mais je sais qu'on a tous des biais. Et à un moment donné, j'ai changé de regard. Je me suis dit, mais pourquoi un homme ? Et là, tout à coup, j'ai rebalayé l'organigramme et je suis allée voir une jeune cadre et elle était tout à fait faite pour ce poste. Koumba Diop, chargée de mission RH au ministère de la Transition écologique. J'avais une question notamment sur la valeur service public. Vous disiez que c'est une valeur qui vous est venue très tôt. Et j'aimerais savoir aujourd'hui, à l'heure où l'attractivité du service public est un peu en perte de croissance, notamment chez les jeunes, je voudrais savoir ce que vous en pensez. Et à titre personnel, est-ce que vous avez réussi, vous, à inculquer cette valeur de service public à vos enfants ? Je vais commencer par la dernière question. Eh bien, écoutez, non, je n'ai pas réussi à inculquer la valeur du service public à mes enfants, dans le sens où elles ne s'orientent pas vers des fonctions de service public. Mais par contre, j'espère que je leur ai transmis les valeurs du service public, les valeurs de notre démocratie. Mais par contre, vraiment, la valeur du service public, pour moi, elle m'anime au quotidien. Ce sont des messages que je relais vraiment avec beaucoup de force auprès des jeunes que je peux rencontrer, qui viennent visiter la préfecture, de dire mesurons malgré tout la chance que nous avons, notre espace démocratique, qui est une réalité si l'on compare à ce qui se passe à d'autres pays. Alors Nathalie Assini, directrice PFRH, quand on travaille l'attractivité de la fonction publique, on se rend compte que les figures où les personnalités inspirantes sont en grande partie quelque chose d'important pour rejoindre la fonction publique et aussi monter sur des postes de carrière. Est-ce que vous pourriez dire que vous avez une personnalité inspirante ? Ce que je tiens à dire, c'est que les personnalités inspirantes, ce ne sont pas forcément que des hauts fonctionnaires. On travaille ensemble avec la préfecture de région sur des actions d'attractivité et c'est bien sûr tout cadre, tout fonctionnaire qui rend attractif notre service public. Combien de fois les jeunes, les moins jeunes me disent « Ah, mais on n'imaginait pas que la préfecture, c'était ça ». Une parole d'un jeune stagiaire seconde de juin dernier. Alors lui, il a dit, après son stage, il n'avait pas du tout choisi la préfecture. Je crois qu'en seconde, on ne choisit pas vraiment de faire son stage en seconde en préfecture. Il a dit, je ne travaillerai pas dans la fonction publique, mais alors je dirais plus jamais que les fonctionnaires ne travaillent pas. Est-ce que certaines personnes ont été inspirantes ou ont guidé votre parcours ? Oui, bien sûr. Par exemple, mes grands-pères m'ont beaucoup marqué. L'un qui travaillait dans un syndicat agricole, qui s'était formé au droit par lui-même. Voilà, des grands-mères, dont une assez féministe, grande admiratrice de Simone Veil. Et puis d'autres personnes inspirantes. Une personne qui avait fait la formation à l'IRA, qui m'a dit « Je pense que ça pourrait te plaire ». Ensuite, dans mon premier poste en Seine-Saint-Denis, une hiérarchie extrêmement inspirante. Une femme, un homme qui, 25 ans plus tard, il y a encore des paroles de ces personnes-là qui me marquent et qui m'aident au quotidien quand je sens que j'ai besoin de soutien. Par exemple, une de ces personnes qui m'a dit « On a besoin de gens comme vous ». Et donc là, c'est quelque chose qui m'est allé droit au cœur et qui me parle encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame S, pour cet échange. Ce qui marque dans votre parcours, c'est d'abord un choix assumé, celui de la confiance. La confiance dans nos institutions d'État, dans la fonction publique. Et puis aussi, vous venez de le dire, la confiance dans vos proches et dans vos mentors qui vous ont accompagné et soutenu. Et enfin, et je dirais surtout, la confiance en vous. La confiance dans le temps que vous vous êtes donné pour articuler votre parcours entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle, pour vous laisser du temps. Et ça, c'est un grand signe de confiance. Votre trajectoire ne répond pas à une logique d'ambition affichée vers une trajectoire toute tracée. C'est plutôt un chemin fait de cohérence, de justesse, en accord avec vos valeurs personnelles. Dans ces différentes missions, vous avez toujours eu la même exigence, être utile, efficace et représenter au mieux les valeurs de l'État. Donc ce que nous retiendrons, c'est votre façon d'exercer le leadership avec beaucoup de modestie, une attention constante aux autres, et puis toujours le souci de préserver la qualité de vie au travail. Donc finalement, nous garderons de cet échange qu'il est possible d'aller plus haut, parfois plus loin, sans oublier, sans sacrifier ses valeurs, mais en faisant toujours preuve de sincérité, d'humanité et en se faisant confiance. Et c'est dans ce sens, Madame S, que vous êtes une femme inspirante.
Merci infiniment d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. S'il vous a inspiré, interpellé ou donné matière à réflexion, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager avec celles et ceux qui pourraient y trouver un écho. Un grand merci à notre invitée, Madame S, à l'Institut régional d'administration de Lille et à la plateforme régionale des ressources humaines de Normandie, partenaires précieux qui ont permis la tenue de cette journée. Et bien sûr, merci aux participantes du parcours égalité. À travers leurs questions, leurs échanges et leur engagement, elles ont largement contribué à la richesse de ce moment. Merci également au studio Flamboyance qui a réalisé ce podcast.